à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Tout l'été, nous revenons sur les réformes qui ont marqué cette année politique et parlementaire. Et ce matin, je vous propose de revivre les débats de la loi Blanquer pour une école de la confiance. Le Sénat a adopté cette réforme qui inscrit dans la loi un devoir d'exemplarité pour les enseignants. Les sénateurs ont tenu à rappeler l'autorité de l'instituteur sur les élèves. Ils ont également prévu la suspension des allocations familiales pour certains parents afin de lutter contre l'absentéisme à l'école. Je vous laisse écouter ces débats. L'amendement 101 rectifié quater qui est défendu par Monsieur Grosperrin. Oui, je cherchais un co-signataire. J'y suis, oui. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors, ce présent amendement vise à lutter contre l'absentéisme scolaire en prévoyant notamment la possibilité d'effectuer une retenue sur les allocations familiales versées aux parents d'élèves de moins de 16 ans. En effet, l'ADEP, la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère, a évalué en mars 2018 le nombre d'élèves absentéisme à 250 000. Elle relève également que de septembre 2017 à mai 2018, dans les établissements publics du second degré, 5,6% des élèves ont été absents de façon non justifiée, 4 demi-journées ou plus par mois en moyenne. Ce taux d'absentéisme a cru en moyenne de 0,7 points pour l'ensemble des établissements par rapport à l'année 2016-2017. Et le taux d'absentéisme moyen annuel est de 3,2% dans les collèges, de 6,8% dans les lycées d'enseignement général et technologique et de 18,3% dans les lycées professionnels. En outre, l'absentéisme est plus élevé dans les établissements socialement défavorisés. Il s'agit donc d'une réalité tangible qui impose au pouvoir public de réagir. Le défaut d'assiduité des élèves influant nécessairement sur les résultats scolaires, il convient de ne pas laisser les jeunes obérer leurs chances d'avenir. L'amendement fait donc de la responsabilisation des parents éducateurs de leurs enfants un élément clé de la lutte contre l'absentéisme au moyen d'un contrat de responsabilité parentale permettant de leur faire prendre conscience de la gravité de la situation. À cet égard, les parents bénéficient d'un accompagnement dans le cadre de ce contrat et la complexité des situations individuelles est prise en compte. Enfin, la sanction administrative se veut plus dissuasive que punitive. Elle est rendue nécessaire par l'insuffisance du dispositif mis en place au moment de la suppression de la loi dite Ciotti du 23 septembre 2010 par la loi du 31 janvier 2013, qui se limitait à renforcer le dialogue parents-établissements et à prévoir un personnel référent. L'évolution croissante de l'absentéisme impose manifestement de nouveaux outils. Merci. Alors, sur cet amendement, j'ai un sous-amendement présenté par Monsieur Laurent Lafont. Monsieur le Président, nous avons lu avec attention l'amendement qu'a présenté à l'instant Jacques Grosperrin et nous voudrions, à travers ce sous-amendement, le préciser et, si possible, l'améliorer. C'est-à-dire que, de nos points de vue, la mesure ne doit pas être systématique, mais elle doit être possible. Comme il est bien prévu dans l'amendement, l'autorité compétente de l'État a l'initiative de cette mesure et il nous semble que c'est à elle d'appliquer si, dans un cas donné, le retrait des allocations familiales peut avoir un effet positif sur l'enfant. Pour nous, ça n'est pas systématique. Dans certains cas même, ça pourrait être préjudiciable. Et il nous semble que c'est à l'autorité responsable de l'État, sur place, d'apprécier, en fonction de sa connaissance, en fonction des dialogues qu'il aura eu, notamment avec les parents, si la mesure doit être appliquée ou pas, mais en tout cas, qu'elle soit possible de par l'amendement modifié par notre sous-amendement. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur l'amendement et le sous-amendement. L'amendement de Bruno Retailleau, qui a été défendu par Jacques Grosperrin, reprend, comme il l'a dit, les dispositions de la loi dite Ciotti du 28 septembre 2010, qui avait été abrogée en grande partie en 2013, et cet amendement donc vise à lutter contre l'absentéisme. Il introduit un mécanisme de responsabilisation fondé sur un contrat de responsabilité parentale et permet en dernier recours une sanction par une retenue sur les allocations familiales. Comme l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, et peut-être même davantage, cette mesure est une mesure de justice sociale, car l'on sait que l'absentéisme concerne d'abord, comme cela a été dit par Jacques Grosperrin, les élèves des milieux les moins favorisés. Donc la Commission émet un avis favorable.
ainsi qu'au sous-amendement de M. Lafont, qui n'est pas du tout en opposition avec l'amendement de Bruno Retailleau, qui en précise au contraire les modalités de mise en œuvre. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du Gouvernement ? Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. C'est un sujet évidemment extrêmement sérieux. Les deux facteurs qui ont le plus d'importance pour la réussite d'un système scolaire, c'est la formation des professeurs et c'est la relation entre les parents et l'école. Et donc là, nous sommes sur le deuxième sujet, et ce sujet est absolument fondamental. C'est pourquoi, par-delà la question de l'absentéisme, de façon générale, nous devons toujours réfléchir à ce qui permettra dans le futur, à ce qu'il y ait cette bonne relation entre les parents et l'école. Lorsque l'on parle d'école de la confiance, on parle de la confiance en soi des élèves, de la confiance qu'on leur donne pour le futur, mais on parle aussi de la confiance entre tous les acteurs. On a beaucoup parlé tout à l'heure de la confiance de l'institution envers ses professeurs et des professeurs envers l'institution, mais un des grands enjeux, c'est la confiance entre les parents et l'institution. Et de ce point de vue-là, la France n'est pas dans une situation très bonne. Nous n'avons pas une grande tradition de grande convergence entre les parents et l'école, et donc nous devons réfléchir à toutes les mesures que nous prenons au titre de cette confiance que nous réussissons à créer, et de la co-responsabilisation qui existe entre les parents et l'école. C'est pourquoi le concept de coéducation est à mes yeux un bon concept, c'est-à-dire que nous avons une responsabilité partagée entre l'institution scolaire, entre l'école de la République et les parents, et c'est ensemble que nous devons réussir. C'est pourquoi d'ailleurs, et ça a été dit tout à l'heure par l'un d'entre vous, on constate plus de réussite lorsque l'on constate une adhésion aux valeurs de l'école de la part des familles et lorsqu'il y a cette convergence. Dès lors, c'est encore une fois à cette lumière que nous devons réfléchir aux enjeux comme l'enjeu de la violence ou l'enjeu de l'absentéisme. La notion de responsabilisation au travers d'un contrat me paraît une idée tout à fait recevable, mais elle doit être vue dans un contexte plus large qui n'est pas celui de cette loi. D'une part, parce que nous avons à avoir une réflexion sur la violence scolaire, ça a été dit aussi par plusieurs sénateurs. Cette réflexion sur la violence scolaire, vous le savez, elle aboutira avant la fin de cette année scolaire pour avoir une application pour la rentrée prochaine. Elle aboutira nécessairement à des mesures de responsabilisation entre les parents et l'école, et c'est dans ce cadre-là aussi que nous aurons à réfléchir sur les enjeux de l'absentéisme. Donc c'est pour ces raisons que j'émets un avis défavorable. Merci. Donc, oui, Monsieur Lamarque. Carton. Moi, je voterai l'amendement ainsi sous-amendé, parce qu'on peut se poser des questions sur l'absentéisme. Pourquoi des enfants sont absents? Pour certains d'entre eux, il peut y avoir un défaut d'autorité, pour le coup, des parents. Pour d'autres, ce peut être aussi de l'échec scolaire qui fait que les enfants ne vont plus à l'école. Et cela nous renvoie à un problème qui est essentiel, qu'on ne pourra pas résoudre à court terme, mais à moyen et à long terme, c'est l'investissement que nous devons avoir dans les premières années de la vie de l'éducation, en maternelle et en primaire, parce que c'est de là que tout part. Et si l'on veut corriger les inégalités sociales et, partant, bien sûr, plus tard, le problème de l'absentéisme, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et je crois qu'au moins, cet amendement a aussi ce mérite-là. Et puis, en sous-amendant, comme l'a fait M. Lafont, cela permet de le faire ou de ne pas le faire, la suspension des allocations familiales, et de voir au plus près quelle est la situation qui est en jeu. Merci, M. David Assouline. Oui, c'est le serpent de mer qui revient. On a eu combien de fois ce débat dans cet hémicycle? Comme chaque gouvernement vient avec sa loi sur l'école, depuis que je suis sénateur, ce débat revient. Effectivement, il y a eu la loi Ciotti. Effectivement, nous sommes revenus là-dessus quand la gauche était au gouvernement. Et je ne pense pas qu'on ait beaucoup avancé de nouveaux arguments sur cette question. Quand on est pragmatique et pas idéologue sur cette question, on sait très bien que ça ne réglera rien, parce que ce n'est pas en frappant au portefeuille des familles, qui sont souvent les familles les plus défavorisées, où frappent les difficultés et de prise en charge et d'orientation des enfants. Bien entendu, je n'apporte certainement pas, parce que sur la question de l'école, de l'absentéisme, etc., je suis
très rigoureux, j'ai une conception très exigeante de ce qui doit être fait. Mais ce n'est pas la peine de faire semblant là. Je vous donne un exemple encore de où sont les responsabilités. Vous avez tous vous avez dû lire, il y a dans les jours qui sont passés, des rapports accablants ou des enquêtes sur l'ubérisation et notamment le fait que de plus en plus d'enfants ne vont pas à l'école et sont captés par les plateformes de services, notamment de restauration, vous savez, en bicyclette, en mobilette, etc. Et on se rend compte que de plus en plus d'enfants, bien entendu dans des milieux les plus défavorisés, vont ramener de l'argent de cette façon et ne vont plus à l'école. Alors on peut se dire qu'on va taper les familles, on peut se dire qu'on va taper entre guillemets Uber. Je sais pas forcément Uber, c'est un exemple que je donne. Et je crois que c'est ça la responsabilité d'une société. C'est pas de faire semblant que parce que l'on va priver des familles défavorisées de moyens qui leur permettent plus ou moins de joindre les deux bouts, qui sont souvent débordés, complètement dépassés. Et ce n'est pas seulement à cause de raisons sociales, c'est parce que le logement ne permet pas de pouvoir les encadrer, tout simplement. Ils sont trop et il n'y a pas assez de logements pour pouvoir donner la surface. Les parents travaillent les deux et sont obligés de travailler les deux, etc. Donc nous sommes contre. Merci. Donc Madame Samia Ghali. C'était moi. Oui, écoutez, sur cet amendement, c'est le cœur serré que j'interviens parce que ce que j'entends là, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il y a une vraie incompréhension de la réalité de ce qui se passe sur le territoire. Oui, l'absentéisme existe. Oui, l'absentéisme est trop fort. Mais pour autant, ce n'est pas en supprimant, en retirant les allocations familiales qu'on réglera la question. D'abord, parce que s'il y a un problème, et le premier problème, c'est la question de l'autorité parentale. L'article 371.1 du Code civil le dit bien. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant et donc notamment l'éducation. Où sont, et souvent, beaucoup de familles monoparentales où les mamans sont seules à élever ses enfants, sont seules à essayer de joindre les deux bouts. C'est une réalité. Souvent où les pères ne sont complètement absents, où jamais on les rappelle à leurs responsabilités, jamais on les rappelle à leurs responsabilités. Et de par là même, on va maintenant sanctionner la maman, voire sanctionner la fratrie qui, avec les allocations familiales, parce que peut-être ici, certains, c'est pas avec ça que vous avez été élevés. Mais je peux vous dire que d'où je viens, beaucoup ont été élevés grâce aux allocations familiales. Et heureusement que les allocations familiales étaient là. Parce qu'elles ont permis à beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes de réussir et d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, de pouvoir réussir scolairement, d'avoir de vrais diplômes, d'être sortis de la galère, comme on me dit. Et je le dis vraiment à mes collègues, je vous assure, de croire que parce que vous allez retirer les allocations familiales, ben vous allez accentuer encore plus la fracture. Et vous savez ce que vous allez permettre de faire? Ce n'est pas l'enfant qui sera, lui, mis sur le banc des accusés parce qu'il ira chercher ailleurs ce que vous lui avez enlevé dans la famille. Il ira le chercher ailleurs, chez les dealers, à l'école de la rue. Et c'est ça qu'on va mettre en place aujourd'hui. Et moi, je le dis vraiment. Je dis que cet amendement est dangereux. Dangereux pour ce qu'il propose, dangereux pour ce qu'il ne... Surtout, c'est qu'il enlève à beaucoup de familles qui, grâce à ça, elles arrivent malgré tout à tenir, je dirais, les enfants dans un cap. C'est pas simple quand on est seul, c'est pas simple quand on vit dans certains quartiers de France. Croyez-moi, quand on doit élever son enfant, quand on a l'école de la rue qui est plus forte des fois que tout simplement l'amour ou l'éducation que vous pouvez donner à vos enfants. Merci, chers collègues. Simplement vous signaler que j'ai 8 demandes d'explication de vote, mais que je dois suspendre la séance à 19h25 en raison de la conférence des présidents. Donc voilà. Monsieur Jean-Pierre Grand. Donc c'est une incitation à la concision malgré tout l'intérêt du débat. Je vais être extrêmement concis. Effectivement, monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi je pense que l'amendement de Monsieur Lafont est d'une extrême importance. Il est d'une extrême importance parce que nous connaissons
notre collègue de Marseille vient de s'exprimer, je ne suis pas totalement en désaccord avec elle, très loin de là. Nous avons les populations gitanes, les tziganes, les sédentaires, les non-sédentaires. Bon, nous savons comment ce peuple vit. Eh bien, on est obligé aussi de respecter leur mode de vie. On essaie de faire des efforts pour leur apprendre, leur expliquer qu'il faut que les enfants aillent à l'école. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Mais naturellement, si la loi était trop dure, ça poserait d'autres problèmes. Donc voilà pourquoi cet amendement me paraît très intéressant, parce qu'il fait preuve de discernement. Et je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, le discernement, c'est un mot qu'il faudrait apprendre dès la maternelle. Merci. Si Madame Claudine Lepage. Oui, très brièvement, Monsieur le Président. Je tiens à dire que je partage totalement l'intervention de Madame Galli. On est tous d'accord pour dire que l'absentéisme est un grave problème et que les enfants, les élèves, en sont les premières victimes. Mais les victimes, ce sont parfois aussi les parents, les mères seules, qui n'ont pas toujours l'autorité qu'elles devraient avoir, qu'elles pourraient avoir sur leurs enfants. Alors certes, la co-responsabilisation des familles, des enseignants est une très bonne chose, c'est un bon concept, mais ça ne suffit peut-être pas. Et je suis totalement opposée à la suppression des allocations familiales. C'est une mesure particulièrement antisociale. Vous avez dit, monsieur le rapporteur, que c'était une mesure sociale. Je ne sais pas comment on peut dire une chose pareille, car elle risque de précariser encore plus des familles déjà en difficulté. Nous avons, Madame Galli a parlé des mères seules avec leurs enfants, des mères qui sont souvent débordées, qui font ce qu'elles peuvent, mais si on leur supprime encore une rentrée d'argent, leur situation sera encore pire. Merci. Monsieur Rachid Temal. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que c'est un débat très compliqué. D'abord parce que une partie de nos collègues portent cette idée depuis de nombreuses années. Et donc, chaque fois qu'ils le peuvent, ils le reviennent avec. Mais aujourd'hui, quand on regarde sérieusement les choses, l'absentéisme, c'est un échec collectif. D'abord pour l'enfant, pour les parents, pour la communauté éducative, pour les acteurs sociaux. Et donc, dire que la seule réponse, ou la réponse qui aurait cette baguette magique, serait de fragiliser les familles, et vous l'avez dit, déjà socialement en difficulté, n'est pas une bonne chose. Et nous ne mentons pas. On sait bien qu'aujourd'hui, les difficultés dans notre éducation nationale, on maintient les difficultés, les inégalités entre le moment où on y rentre et on y sort. Donc il n'est pas là, et notre propos n'est pas de dire qu'on ne peut rien faire sur les inégalités, il faudrait les travailler dessus, ou sur le fait qu'il y ait de l'absentéisme. Personne ne dit cela. Mais proposer un contrat de co-responsabilité, d'abord, il faudrait mettre tous les acteurs autour de la table. Je l'ai dit, l'élève, la communauté éducative, les parents, les collectivités, les acteurs sociaux, et la prévention, mais sur une idée, c'est comment on accompagne l'ensemble de la famille à ce qu'il n'y ait plus cet absentéisme. Et non pas comment on met la tête sous l'eau, on amplifie la fracture dans la famille, les difficultés, que la famille continue à perdre pied. Donc franchement, il faut sortir de ce dogmatisme. Je pense que c'est du dogmatisme et je vous invite vraiment à en sortir et essayer de faire en sorte que nous travaillions collectivement à la lutte contre les inégalités dès la naissance, dès le plus jeune âge, puisqu'on serait bien que c'est avant les 3 ans que tout va se passer bien souvent. Et donc, dans une famille en très grande difficulté, n'ayons pas les pénaliser. Et je pense qu'il faut retirer ces amendements-là. Et un dernier mot par rapport à monsieur le rapporteur, c'est vrai que de parler de justice sociale, là, franchement, les bras m'en tombent. Merci. Madame Françoise Cartron. Oui, merci Monsieur le Président. Alors oui, c'est vrai, c'est le retour de la loi Ciotti. Et donc, je parle, bien sûr, vous le savez tous, c'était moi l'auteur de la loi pour abolir la loi Ciotti. Et pourquoi j'avais proposé d'abolir la loi Ciotti? Au vu de l'examen des résultats qu'avait apporté cette loi Ciotti.
Et ces résultats, eh ben, ils étaient loin d'être significatifs, puisque je vous donne un chiffre, entre 2011 et 2012, ça avait été 619 suppressions d'allocations familiales, 142 seulement avaient été rétablies, et pour 77% des cas, l'enfant n'était pas retourné à l'école. Donc, c'est prouvé que cette mesure n'était pas efficace et dissuasive. Deuxième point, on englobe généralement là cet absentéisme scolaire, mais il faut entrer dans le détail. C'est-à-dire, à l'école primaire, ça concerne moins d'1% des enfants. Mais par exemple, en lycée professionnel, cela atteint entre 15 et 18%. Posons-nous la question. D'abord, en lycée professionnel, ce sont des jeunes qui ont 15 ou 16 ans, voire 16 ans. Donc je doute de la responsabilité du parent pour l'obliger à aller à l'école le matin. Deuxièmement, pourquoi sont-ils absents en lycée professionnel? Parce qu'ils ont été orientés par défaut dans une section qui ne leur convient pas. Et après avoir fait le premier mois d'installation, eh ben, ils réagissent avec leur mentalité d'adolescent, avec cette orientation qu'ils n'acceptent pas, et ils sont absents. Deuxième élément très fort d'absentéisme, c'est en classe de 3e. À partir du 2e trimestre. Pourquoi? Parce que dès que le jeune constate, premier trimestre, conseil de classe défavorable, 2e trimestre, c'est à peu près pareil, il voit bien qu'ils n'auront pas l'orientation dont ils rêvent. Donc ils se découragent et l'absentéisme est la réponse. Donc ce n'est pas la suppression des allocations familiales qui résoudra en rien, mais c'est la prise en compte globale, parents, enseignants, enfants, autour de cette réponse que fait le jeune ou l'adolescent à ce qui est un problème d'orientation, de rythme scolaire, d'intégration dans le collège. Et donc, c'est pour cela que, bien sûr, je voterai contre cet amendement. Merci. Madame Sylvie Goy-Chavent. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors, permettez-moi de m'exprimer devant vous sans dogmatisme, sans idéologie, juste d'expérience. Donc moi, j'ai été, avant d'être élue dans cette grande maison, j'ai été enseignante en lycée professionnel pendant plus de 20 ans, en ZEP, donc en zone d'éducation prioritaire. Si en 20 ans, j'ai vu 20 familles lors des conseils de classe, c'est le bout du monde. Il faut quand même le dire. Et ça remonte à une dizaine d'années, hein, même plus. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet quand même les parents sont assez insensibles à venir, se rendre difficilement à l'école. Pour des raisons que je vous laisse analyser chacun de votre côté, c'est pas le sujet. Simplement, je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses à leur place et remotiver les parents. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont dit « Mais si je vous laisse ma fille en CAP, c'est pour les allocs ». Je l'ai entendu quand même, donc il faut aussi l'entendre. Non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, je l'ai entendu, je ne l'invente pas. C'est pas de l'idéologie, c'est de l'expérience. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet. Peut-être que ce n'est pas la bonne solution pour motiver les parents, mais je pense que le sous-amendement de notre collègue Lafont permet de donner de la souplesse. Donc Madame Galli nous parlait des mères isolées, et en effet c'est un sujet. Il y a des familles qui sont en grande difficulté, et il ne faut pas forcément leur enlever les allocations familiales. Simplement, on peut peut-être apporter quand même de la souplesse, permettre de supprimer les allocations familiales lorsqu'il y a des abus, et je pense que ce serait la solution. À mon avis, le sous-amendement de notre collègue Lafont, enfin cet amendement sous-amendé, permet de répondre quand même à beaucoup de problématiques que mes collègues sur tous les bancs, je peux vous dire qu'il y en a sur tous les bancs, de mes collègues anciennement professeurs ou professeurs encore, je peux vous dire qu'ils se posent de sérieuses questions et que c'est vraiment quelque chose qu'on aurait aimé voir appliquer un peu plus souvent, puisque quand même, pour faire appliquer la suppression des allocations familiales, même avec la loi Ciotti, c'était quand même un peu compliqué. Merci. Madame Françoise Laborde. Merci, Monsieur le Président. Donc, je ne vais pas donner un exemple personnel, je vais parler au nom de notre groupe, en disant que la responsabilisation est importante et elle doit être partagée, coécrite et surtout vécue aussi bien par le père, la mère, l'équipe éducative et surtout l'enfant. Je pense qu'en effet, la violence scolaire est un pan très important et qu'il faudra traiter à part, puisque la violence scolaire, c'est en effet la violence entre les élèves, entre les enseignants qui subissent la violence et des parents et des élèves. Ça peut être d'autres niveaux de violence et c'est important que ce soit un texte à part entière.
Par contre, la suppression des allocations familiales, on l'a dit aussi, c'est une augmentation de la fragilisation des plus faibles. On a vu, parce que pour une fois, il y avait du recul, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc sur le texte Ciotti, on a eu du recul et on a vu que ça ne servait à rien. Donc ça permet simplement de renforcer le rejet de l'école, c'est-à-dire que l'enfant va porter sur ses épaules le fait que ses parents touchent moins d'argent et ça va être un cercle vicieux négatif. Peut-être que vous y voyez un cercle vicieux positif, nous y voyons un cercle vicieux négatif. Et donc je remercie Monsieur le Ministre d'avoir émis un avis défavorable. Merci Madame Marie-Pierre Monnier. Merci Monsieur le Président. Oui. Moi, je voulais reprendre un petit peu les propos qui ont été dits. Vous nous avez dit, Madame la sénatrice, il ne faut pas être dogmatique. Mais Madame Cartron, elle a été très pragmatique. Elle a cité des chiffres très précis qui montrent que c'était inefficace entre 2010 et 2013. Moi, 2010-2013, j'étais, et même avant, j'étais enseignante. Et je peux vous dire que le problème de l'absentéisme, il est multiple. Et ce n'est pas simplement le non-versement d'allocation qui va changer grand-chose. Peut-être qu'il y a un cas, mais un cas sur combien? C'est un problème profond, difficile, qui demande peut-être au contraire plus d'aide, pas forcément financière, mais plus d'aide de l'État. Et qu'en faisant ça, vous allez stigmatiser encore les plus pauvres. Et d'ailleurs, dans votre amendement, vous expliquez que c'est l'absentéisme le plus élevé dans les établissements socialement défavorisés. Donc, quel est l'intérêt? Vous allez aller... Oui, ce n'est pas une mesure sociale du tout, c'est le contraire même. Donc, je voterai contre. Merci, Monsieur Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, moi, j'aimerais vous lire le titre de l'hebdomadaire La Vie du 17 octobre 2014. La Vie. Catholiques et communistes unis contre la modulation des allocations familiales. Le point de vue des communistes était défendu par Pierre Laurent, qui, parce que chez nous c'est un dogme, il ne nous en reste plus beaucoup, celui-là on y tient, c'est le dogme de l'universalité des allocations familiales que nous soutenons depuis 1945, y compris quand nos collègues socialistes soumettent les allocations familiales à condition de ressources. Là-dessus, on ne bouge pas. Et j'aimerais citer l'autre personnage, qui est un éminent prélat, qui est Monseigneur Bernard Pauvin, qui déclarait, je cite, « On risque à nouveau de diviser la famille, sans même d'ailleurs que la mesure ne produise une efficacité réelle. » Donc, comme en 2014, chers collègues, je vous demande de nous retrouver sur une chose qui est fondamentale, qui est l'universalité des allocations familiales et la défense de la famille. Merci, Monsieur Jacques Bigot. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, l'amendement ne présente aucun intérêt. Les textes de loi aujourd'hui permettent déjà de faire des choses, à condition qu'on s'en donne les moyens. Lorsque l'enfant ne va pas à l'école et que les parents en sont responsables, ils ne respectent pas une de leurs obligations liées à ce que dit le Code civil au titre de l'autorité parentale. Et des mesures d'assistance éducative sont possibles. Simplement, nous n'en avons pas les moyens. Dans votre amendement, vous proposez que le maire soit informé. Je peux vous dire, parce que j'ai été maire, comme d'autres ont été enseignants, mais maire aussi, moi je n'étais que maire. Mais comme maire, j'ai été interpellé sur ces questions. Pour quelle problématique? Lorsque vous avez des jeunes adolescents en difficulté, vous vous rendez compte très souvent qu'il y a eu un problème à la petite enfance. Et que c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Et que l'école, effectivement, doit permettre aux services sociaux d'intervenir. Sauf quand les assistants sociaux viennent nous dire on n'intervient que si les parents le veulent bien. Lorsque saisir un juge des enfants n'est pas possible, c'est compliqué. Lorsque les retards des psychologues scolaires dans leurs rendez-vous sont tels, voilà les réalités. Donc, vous vous faites plaisir par un amendement qui rappelle la loi Ciotti. Cet amendement, Monsieur le Ministre, a dit avis défavorable, donc à l'Assemblée nationale, il ne suivra rien, mais vous n'aurez rien réglé au problème, alors qu'il est profond, comme l'a dit notre collègue Samia Ghali. Et je pense que nous devons aussi, de ce point de vue-là, nous, faire preuve de responsabilité, parce que nous sommes les représentants des élus locaux, et que les élus locaux sont confrontés effectivement à ce problème, et qu'ils le sont lorsque l'adolescent
qui n'a pas eu l'habitude de scolarisation confortable se retrouve effectivement dans la situation que décrivait notre collègue qui a enseigné dans l'enseignement professionnel à des élèves qui n'avaient aucune envie de s'orienter vers la profession, ce qui renvoie à toutes les questions qu'a l'éducation nationale. Chers collègues, merci. Donc, avant l'intervention de Mme Annie Guillemot, plutôt après son intervention, soit on vote, soit je suspends la séance, parce que normalement, on a dépassé l'heure. Voilà. Donc, Mme Guillemot, et vous reprendrez le débat après, hein, comme vous voulez. Hein. Madame Annie Guillemot. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, moi, je voudrais revenir aussi sur les propos de Samia Ghali et puis ce que vient de dire Joël Bigot. Bernard Bigot. C'est la fin de la journée. Dire aussi à notre collègue que moi, je suis aussi, bien que socialiste, sur l'universalité des allocations familiales, mais c'est un autre dossier. Non, moi, je voudrais revenir quand même sur un certain nombre de points, en ayant été d'ailleurs pendant près de 18 ans maire de Bron. Et dans des quartiers qui sont difficiles, ce que disait Samia, c'est qu'on a une concentration de pauvreté, de familles en situation très difficile, de familles monoparentales dans un certain nombre de quartiers. Et en face, c'est vrai, on manque de médecins scolaires, on manque de psychologues. Pour avoir un rendez-vous en CMP, il faut attendre de 6 à 8 mois aujourd'hui dans ma commune. Et quand vous avez une maman qui vient et qui vous dit il faut prendre en charge ce jeune, il faut m'aider, eh bien on met rien en face pendant de nombreux mois. Et je ne parle pas des maisons de justice qui, à l'origine, devaient être là pour travailler justement aussi sur ces problèmes scolaires. Eh bien aujourd'hui, elles sont tellement surchargées de nouvelles missions qui n'ont plus rien à voir avec les maisons de justice, eh bien nous ne parvenons pas. Donc je crois qu'il faut prendre en compte tout cela et se rendre compte aussi que ce débat-là, nous l'avons déjà eu et que nous savons que ce n'est pas la bonne solution. D'accord. Oui. Merci. Donc je vais mettre aux voix le sous-amendement de Monsieur Lafond, donc avec deux avis favorables de la commission, et défavorables du gouvernement. Donc, je rappelle, on vote d'abord le sous-amendement, avis défavorable du gouvernement, avis favorable de la commission. Sur le sous-amendement, qui est pour? Il faut compter. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37. Qui est contre? 37, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc le sous-amendement est adopté. Donc je mets aux voix l'amendement numéro 101 rectifié quater, ainsi sous-amendé par le sous-amendement qu'on vient de voter. Donc même vote. Enfin, on va recommencer. Qui est pour? Il n'y a pas d'état d'âme. Voilà. Ce sont les mêmes. Qui est contre? Parfait. Donc il est adopté. Voilà, la majorité sénatoriale a adopté contre l'avis du gouvernement la suspension des allocations familiales en cas d'absence répétée et non justifiée d'un élève. La gauche sénatoriale a dénoncé un amendement dangereux. Le gouvernement devrait revenir sur cette mesure à l'Assemblée. Il n'y a quasiment aucune chance que cette suspension des allocations familiales subsiste dans le projet de loi final. Retour à présent au débat de l'après-midi dans l'hémicycle qui ont porté sur une phrase symbolique mais qui a mis le feu aux poudres chez les enseignants. L'article 1er qui inscrit dans le projet de loi le devoir d'exemplarité des enseignants. Beaucoup de professeurs y ont vu une tentative pour le ministre d'encadrer la liberté d'expression des personnels. Hier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a plaidé le malentendu. Il a fait son mea culpa au sujet de cet article polémique. Et il a aussi repris à son compte la copie corrigée par le Sénat qui insiste sur l'autorité du professeur et le respect qui lui est dû. Voyez les débats dans l'hémicycle. La parole est à Mme Sylvie Robert. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans un opuscule de 2007, Yann Algan et Pierre Cahuc démontrent à quel point la France est une société de défiance. La méfiance à tous les échelons finit par impacter négativement son modèle social et la perception que tout à chacun peut même avoir de l'État-providence.
En 2012, ces mêmes auteurs et d'autres économistes prolongent l'analyse. Ils expliquent les causes de cette défiance, notamment l'obsession française pour les classements, l'inertie liée à son fonctionnement pyramidal et la fragmentation horizontale qui en résulte. L'école n'échappe pas à ce constat. Et dans un sondage IFOP de 2018, c'est 65% des Français qui considèrent que le système scolaire ne garantit plus l'égalité des chances. Autrement dit, la promesse républicaine attachée à l'école apparaît comme une illusion. En ce sens, nous ne pouvons que souscrire, Monsieur le Ministre, à cette volonté que vous avez de réintroduire de la confiance. Vous nous l'avez dit, vous nous l'avez redit. En revanche, nous ne pouvons que nous interroger sur la méthode employée. Peut-on créer une spirale positive, établissement progressivement de la confiance dans l'ensemble de la communauté éducative, en instillant implicitement une forme de défiance à l'encontre des personnels de l'éducation nationale et en particulier des professeurs, et ce, dès l'article 1er du projet de loi. Tel n'était peut-être pas votre objectif initial, mais tel a été le résultat, comme vous avez pu le constater. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur la portée normative de ces dispositions. On l'a dit, le Conseil d'État l'a rappelé dans son avis. En d'autres termes, l'intention est louable, mais nul n'est besoin de la loi pour répéter la loi. En conséquence, vous avez choisi de réaffirmer le devoir de réserve des personnels de la communauté éducative et au premier chef celui des enseignants. Vous suscitez le doute, vous suscitez l'incompréhension et in fine la méfiance entre votre ministère et les enseignants. Pensez-vous que c'est une manière de procéder que d'instaurer ainsi ce climat alors que tout le monde désire autre chose ? Alors, ce lien de confiance qui unit les élèves et leurs familles au service public de l'éducation implique de l'écoute et de l'apaisement. Et pour cette raison, il nous semble, nous, plus que nécessaire de retirer cet article du projet de loi. Ce signal permettrait de calmer les craintes de la communauté éducative et de se concentrer vraiment sur le projet qui nous réunit en cette journée et pour les heures et les nuits qui arrivent, car nous souhaitons pour l'école et sur les moyens d'y parvenir, de renforcer la confiance en son sein. Merci. Nous allons passer effectivement à l'article 1 avec 4 amendements identiques de suppression. Le 2, Monsieur Jean-Pierre Grand. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur. L'article 1er vise à définir le lien de confiance en fixant un devoir d'exemplarité des personnels et en retour le respect des élèves et des familles. Sur la forme, le Conseil d'État s'est interrogé sur la portée normative de cet article. Il considère ainsi que si ces dispositions expriment certaines des valeurs incontestables autour desquelles l'école républicaine est construite, elles ne produisent par elles-mêmes aucun effet de droit et réitèrent des obligations générales qui découlent du statut des fonctionnaires comme de lois particulières assorties, le cas échéant, de sanctions pénales. De son côté, le Conseil constitutionnel rappelle que la loi a vocation à énoncer des règles et censure les dispositions manifestement dépourvues de toute portée normative. Sur le fond, après la suppression de la notion de respect mutuel en commission, cet article stigmatise plus encore les parents en insinuant par principe qu'ils ne respecteraient pas l'école à laquelle ils contribuent par leurs paroles et leur engagement. Nous les maires, anciens maires, nous connaissons tout ça bien naturellement. S'imaginer que le respect puisse s'obtenir par cet article de loi est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Je vous propose donc de supprimer cet article polémique, jetant inutilement l'opprobre sur tous et dépourvu de toute portée normative. Merci. Merci. L'amendement 121, Madame Céline Brulin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, c'est quand même un peu étonnant que le premier article d'une loi qui s'intitule « Pour une école de la confiance » vise à encadrer, parce que c'est de ça dont il s'agit, la liberté d'expression des personnels de l'éducation nationale. Et d'ailleurs, avant même que ce projet de loi soit voté, avant même que les décrets d'application soient publiés, on constate, et plusieurs de nos collègues l'ont évoqué, des pressions hiérarchiques, des phénomènes que nous n'avions pas connus par le passé et qui, précisément, ne vont pas dans le sens que vous avez indiqué et sur lequel je peux vous rejoindre, c'est-à-dire un débat serein, un débat approfondi, un débat peut-être clivant et où les positions s'expriment avec force, mais un débat. Et je crois que le climat créé aujourd'hui ne le permet pas. Et puis, à l'initiative de la présidente de la commission culture, nous avons auditionné il y a quelque temps, et j'en ai un souvenir très fort, comme je pense beaucoup de nos collègues, des personnels, des enseignants, qui avaient communiqué via le hashtag #PasDeVague
Et j'avais été frappée par le fait que ces enseignants victimes de violences, et donc qui sont peut-être les mieux à même de réfléchir sur ce qui nous rassemble aujourd'hui, faisaient preuve d'une hauteur de vue exceptionnelle et avaient une confiance absolue dans l'éducation pour faire face à ces phénomènes de violence. Et je crois que c'est par le soutien à ces personnels, par l'accompagnement de ces personnels, et beaucoup d'entre eux ont regretté ne pas toujours le trouver de la part de leur hiérarchie, que nous recréons de la confiance, parce que effectivement, nous avons besoin de recréer de la confiance. Et enfin, mais ça a été dit par d'autres collègues et à l'instant même encore, la position et les recommandations du Conseil d'État qui montrent que qui s'est interrogé pour le moins sur la portée normative de cet article, devrait suffire, je crois, à le supprimer comme nous le proposons. Merci. L'amendement 198 rectifié bis identique, Monsieur Philippe Dallier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, vous l'avez reconnu vous-même, votre texte suscite beaucoup de controverses, parfois de l'incompréhension, de bonne foi, parfois des jeux politiques. Comme beaucoup ici certainement, j'ai rencontré dans ma commune directeurs d'école, enseignants, parents d'élèves. Je les ai écoutés, je me suis trouvé parfois dans une situation un peu difficile, obligé de leur expliquer que je n'étais pas le ministre et que je n'étais pas membre de la majorité, tellement la discussion était parfois vive sur un certain nombre de sujets, et ça a notamment été le cas de cet article premier. Alors, j'ai envie de vous dire, Monsieur le ministre, mais à quoi bon? Ça a été redit, le Conseil d'État l'a dit, il n'y a pas de portée normative. Il n'y en a pas. Alors on nous dit d'un côté, il ne faut pas que la loi soit bavarde, essayez de vous concentrer sur l'essentiel. J'ai envie de vous dire, faisons-le, mes chers collègues. Nous ferons œuvre utile si le texte qui sortira du Sénat ne contient que des dispositions les plus claires possibles, qui effectivement mettent en œuvre vos objectifs. Et je pense qu'on peut trouver un large consensus ici pour aller dans la direction que vous souhaitez. Mais lorsqu'il y a, et c'est le cas de cet article premier, des dispositions qui suscitent le trouble, et je salue malgré tout l'effort de la Commission qui a cherché à réécrire, mais on voit bien qu'au bout du compte, il y a toujours des inquiétudes. Alors franchement, à quoi bon, mes chers collègues? Supprimons cet article premier et concentrons-nous sur l'essentiel. Vous avez des objectifs que nous partageons, avec parfois des points de vue divergents, mais concentrons-nous sur l'essentiel. Et cet article premier, eh bien après tout, supprimons-le. Merci. Donc l'amendement 269 rectifié identique, Madame Marie-Pierre Monnier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. C'est vrai que l'article a été un peu réécrit en commission, mais la portée normative reste quasiment nulle. Il s'agit d'une déclaration de principe sans aucun dispositif dissuasif l'accompagnant. Rien n'est prévu en cas de non-respect des principes énoncés dans l'article par l'une des parties de la communauté éducative. Le problème des incivilités au sein de la communauté éducative est pourtant réel et recrudescent. J'ai été moi aussi très choquée et vraiment par le témoignage que nous avions reçu. Je rejoins ma collègue Madame Brulin en commission. C'était dramatique d'écouter ces enseignants parler de leur détresse. Chaque semaine, on nous signale des enseignants ayant maille à partir avec des élèves, voire même des parents d'élèves s'érigeant en justiciers. Et cela va parfois jusqu'à des actes violents. De la même manière, les personnels parlant mal aux élèves sont désormais des situations fréquemment dénoncées. Il serait ainsi pertinent de s'attaquer au problème. Je note au passage que le législateur a déjà prévu des dispositions dans le Code de l'éducation. C'est l'article L111-4 des relations entre parents et professeurs et autres personnels. Néanmoins, comme je viens de le dire, une simple déclaration de principe ne permettra malheureusement pas de résoudre les nombreuses situations conflictuelles. Les termes employés exemplarité dans le dispositif de cet article risquent même d'envenimer la situation et de faire, a priori, peser la suspicion sur le comportement de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, sans qu'aucun outil concret ne permette de remédier au comportement inapproprié des personnels ou des élèves et de leurs familles. Ces considérations nous entraînent donc à demander la suppression de cet article 1. Merci. Donc, Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur ces 4 amendements identiques. Merci, Monsieur le Président. À défaut d'un retrait, l'avis sera défavorable pour ces 4 amendements qui tendent à supprimer cet article dans sa rédaction revue
par la Commission. Je dis bien revu par la Commission. Monsieur le ministre a appelé à l'exemplarité non seulement les professeurs, mais aussi les parlementaires, et il a raison. L'école regarde nos débats. Et c'est d'ailleurs pour cela, monsieur le ministre, que nous avons appréhendé cet article 1 pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il serait peut-être. Ce qui ne veut pas dire que tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale, il était bien écrit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé une réécriture. Maintenant, je le dis à mes collègues, en particulier d'Allier et Grand, j'ai du mal à imaginer que des professeurs ne puissent pas être exemplaires. Ce sont les premiers adultes que les enfants rencontrent après les parents. Moi, je suis devenu professeur parce que j'ai eu la chance, lorsque j'étais élève, d'avoir des professeurs exemplaires qui étaient des modèles. L'exemplarité pour le professeur, elle est naturelle, elle est au cœur même de l'existence de ce métier. Donc que cela soit écrit dans la loi, à condition, bien entendu, comme l'a fait le Sénat, que cela soit écrit par rapport à l'autorité du professeur et par rapport au respect qui est dû à l'autorité du professeur. Ce que nous avons écrit, c'est que l'exemplarité du professeur nourrit le respect qui est dû à son autorité. Et lorsque j'entends évoquer ce que l'on appelle pas de vague, eh bien, à ce moment-là, puisque certains, ici, font référence à la campagne pas de vague, eh bien, naturellement, alors, ils devraient rejoindre un texte qui dit clairement à la société que les parents, que les enfants, bien sûr, alors que des insultes, des incivilités, voire plus, se développent, tous doivent d'abord respecter le professeur parce qu'il incarne l'institution, parce qu'il incarne l'école de la République, que dans une classe, il y a un adulte et des enfants, que tout ne se vaut pas et que le respect par l'enfant de l'adulte est une évidence et c'est une valeur, et que par ailleurs, quand cet adulte incarne l'école de la République, il est nécessaire que le respect soit dû, comme il doit être dû d'ailleurs à l'ensemble des personnels et à l'institution qu'est l'école. Je demande donc un avis, j'émets un avis défavorable ou de retrait pour ces 4 amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le rapporteur vient de dire avec beaucoup d'éloquence ce que je voulais vous dire. Et du coup, mon intervention sera assez brève. Parce que je pense que, d'abord, je reconnais bien volontiers, ça commence, vous voyez, ce que j'annonçais commence, que la rédaction par le Sénat apporte une amélioration et qu'en effet, l'ajout du terme « autorité » est très important. Et évidemment, j'y souscris pleinement. Et cette question de l'exemplarité est peut-être source de malentendus, mais dissipons-le. Profitons de ce moment parlementaire, républicain, pour dissiper les éventuels malentendus que cela aurait fait naître. J'aimerais lire l'article quand même devant tout le monde, puisqu'on nous écoute aussi. L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui unit les élèves et leurs familles au service public de l'éducation. Arrive la deuxième phrase, que personne ne commente jamais. Jamais elle n'a été commentée. Pourtant, c'est cette deuxième phrase qui est la véritable phrase importante de cet article. Ce lien implique le respect des élèves et de leurs familles à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. Il est très significatif que tout le monde commente la première phrase en lui faisant dire autre chose que ce qu'elle dit et que tout le monde oublie la deuxième phrase qui est le cœur de cet article. Et le rapporteur l'a dit avec beaucoup d'éloquence. Le cœur de cet article, c'est justement la réponse au mouvement pas de vague, une réponse positive au mouvement pas de vague. Je suis justement un ministre qui, dès qu'il est arrivé et avant le mouvement pas de vague, a dit que jamais je ne serais dans la philosophie du pas de vague, que je demandais à l'institution d'être claire sur les violences qui existaient, que je demandais qu'on les remonte, que je demandais qu'on évite de ne pas faire des conseils de discipline parce qu'on ne voulait pas avoir des mauvaises statistiques. J'ai dit tout cela non pas pendant ou après le mouvement pas de vague, je l'ai dit avant, précisément parce que je respecte les professeurs.
Celui qui vous parle, comme le rapporteur, est un professeur. Il est lui-même fils de professeur. Donc il est insoupçonnable de ne pas respecter les professeurs. Et c'est vrai que ça m'attriste de voir qu'on puisse me soupçonner de l'inverse, alors que cet article est un article de respect profond des professeurs. Et bien entendu, la société doit respecter ses professeurs. Et par rapport à la discussion que nous avons sur, évidemment, la dignité que nous voulons tous pour le professeur au cœur de la société, on est évidemment au cœur de ce sujet. Alors ça passe par bien des choses, pas seulement par cet article, j'en serai évidemment le premier d'accord. Et quand Madame la sénatrice Lienemann dit que nous devons avoir un intérêt et une attention sur la question de la rémunération, là aussi je suis le premier à le dire et à dire que nous allons engager cela. Et je ne suis pas le seul à le dire, il y a quelqu'un de plus important que moi qui l'a dit, c'est le président de la République lors de sa conférence de presse. Et donc nous sommes engagés dans cet enjeu aussi de la dignité du professeur. Cet enjeu de la dignité du professeur, elle est dans cet article. Que ceci soit l'objet de malentendus et que l'on ait fait semblant d'y voir autre chose que ce qu'il y a, relève évidemment des problèmes que j'ai mentionnés depuis le début. Et donc ce que je demande, c'est qu'on n'entretienne pas ce malentendu. Et je crois que l'intention du législateur, ça compte dans l'interprétation d'une loi. Et donc ce que nous sommes en train de nous dire, ça compte. Ce que je suis en train de vous dire, ça compte. Et donc ce qui compte, c'est que je vous dis que cet article ne vise absolument pas à accentuer le devoir de réserve du professeur. Et d'ailleurs, les reproches qui me sont faits sur le fait que certains professeurs aient pu se faire rappeler à l'ordre sur certains points se fait dans le cadre de la législation actuelle, certainement pas dans le cadre d'une législation future, et se fait dans la continuité de ce qu'ont fait tous mes prédécesseurs quand on viole des règles de base, comme par exemple utiliser sa messagerie professionnelle à des fins qui violent le principe de neutralité. Eh bien, cet enjeu de l'article 1, c'est un enjeu de respect des professeurs. Je le dis très clairement, et si dans le futur, il doit y avoir des interprétations juridiques de cet article, on pourra s'appuyer sur ce que je vous dis là. C'est la deuxième phrase qui est la phrase importante. La première phrase énonce en quelque sorte cette réalité naturelle qui a été dite par le rapporteur et par certains d'entre vous, c'est-à-dire oui, il y a une exemplarité consubstantielle à la mission de professeur. Le jour où je suis devenu professeur, eh bien, oui, j'ai senti que la question de l'exemplarité était un enjeu qui me donnait de la dignité et ça n'était certainement pas un problème. C'est au contraire quelque chose qui nous dignifie, comme d'ailleurs à chaque fois qu'on rentre dans la fonction publique. Il y a quelque chose de plus haut que nous lorsque nous devenons fonctionnaires, c'est de servir la République. Et servir la République, par définition, c'est synonyme d'exemplarité. Et donc cet article 1 se contente à l'indicatif de le dire à la première phrase et fonde dans la deuxième phrase le fait que l'on doit le respect aux professeurs dans une société où effectivement on constate chaque jour des phénomènes comme ceux qui ont été pointés par les professeurs mobilisés dans le cadre du mouvement Pas de vague, avec des insultes d'élèves et malheureusement des agressions verbales et parfois physiques de la part de parents d'élèves. Oui, cet article accentue la protection que nous devons aux professeurs. C'est le sens de cet article, c'est donc l'intention qui est visée par cette loi. Je suis donc heureux de pouvoir le clarifier devant vous. Je serai très heureux que cela devienne maintenant une conviction partagée. Je vous remercie. Merci. Explication de vote, Monsieur Laurent Lafont. Oui, en fait, dès ce premier article, on va être amené à faire un peu un exercice de style en s'éloignant de la version telle qu'elle avait été votée à l'Assemblée nationale pour se plonger dans la version proposée par la commission du Sénat. Moi, très franchement, quand j'avais vu le texte issu de l'Assemblée nationale sur ce premier article, je l'avais lu, relu plusieurs fois pour essayer de comprendre ce qu'on cherchait à dire et à inscrire dans la loi à travers cet article. C'était confus, c'était pas très clair, ça positionnait un petit peu différentes valeurs et différents acteurs au même niveau, ça méritait vraiment d'être réécrit. Et la réécriture de la commission, à mon sens, et j'invite mes collègues à lire cette réécriture, va effectivement dans le bon sens, dans la mesure où elle affirme clairement la notion du respect de l'élève et de la famille par rapport aux enseignants, mais aussi de l'institution scolaire. Je crois que c'est quelque chose qui jamais n'avait été affirmé avec autant de précision et de clarté depuis de nombreuses années et qui correspond à quelque chose auquel les uns et les autres, dans le cadre de nos fonctions ici ou de nos fonctions en collectivité, avons aspiré à de nombreuses reprises, notamment quand il y a eu des faits d'actualité qui, évidemment, nous avaient choqués dans des convictions qui sont
pour, j'en suis sûr, la plupart d'entre nous, des convictions profondes. Et c'est pour ça que malgré les réticences que je pouvais avoir il y a quelques semaines sur cet article 1, je suis convaincu par la nouvelle rédaction et je voterai la nouvelle rédaction issue de la commission. Merci. Monsieur Alain Marc. Je suivrai moi aussi le texte, l'amendement revu par la commission. Et si je peux comprendre qu'effectivement il n'y ait pas de portée normative si on se place du strict point de vue juridique, quand j'entends par contre les arguments de ce côté-ci de l'hémicycle, cela me fait penser à d'anciennes antiennes d'ailleurs, qui faisaient que je ne peux pas aujourd'hui laisser penser que le respect n'est pas nécessaire pour l'acte éducatif. Lorsque j'étais député, nous avions regardé pourquoi certains départements avaient de meilleurs résultats que d'autres. Le mien était 3e sur 101 départements. Et on avait un petit peu analysé pourquoi. Lors des évaluations en primaire, c'était le cas. Et on s'était aperçu que dans ces départements-là, très souvent, justement, il y avait le respect de l'élève pour le maître, du maître pour l'élève, et des parents d'élèves pour le maître. Pourquoi? Parce que les maîtres, souvent aussi, étaient exemplaires. Le rappeler, certes, ça n'a pas de portée normative, mais c'est essentiel pour la réussite ensuite des élèves. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'aujourd'hui, il faut le dire, Monsieur le Ministre. Je suis d'accord avec vous. Merci. Monsieur Jean-Pierre Grand. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Moi, je crois que la beauté du Parlement, c'est d'avoir des débats. C'est parfois de partir avec une idée, d'écouter ce qui est dit. C'est la beauté de la démocratie, de s'écouter. On ne s'écoute pas assez. Et puis, de prendre une décision. D'abord, on a passé un très beau message, tous, sur ces bancs. On a parlé du mot « respect ». Et Dieu sait si aujourd'hui, ce mot « respect », partout, quand on regarde, quand on ouvre le poste de télévision, comment ce mot « respect », pour chacune et chacun d'entre nous, des fois, on se pose la question. Respect pour la police, respect pour les élus, respect pour les citoyens, respect pour nos enseignants. Et donc, Monsieur le rapporteur, vous m'avez parfaitement convaincu. Monsieur le ministre, vous avez parfaitement complété tout cela et je retire donc mon amendement. Merci. Merci. Donc, Monsieur David Assouline, explication de vote. C'est important que, Monsieur le ministre, vous soyez prononcé sur ce débat parce que ça permet aussi de clarifier les choses. Ça ne me convainc pas du tout que cet article est nécessaire. Mais ça envoie, de toute façon, et c'est notre rôle, peut-être que notre pression a agi, une parole du ministre qui dit non, on respecte les professeurs, c'était pas ma volonté, etc. Et il n'y a aucune volonté de sanctionner. Bon, ça envoie un autre message que ce que l'on pensait qui était entendu ici et là par des rectorats et dans le climat actuel de l'éducation nationale. Donc les professeurs peuvent être que contents que nous ayons poussé à ce que de telles choses soient dites. Cependant, ça n'explique pas pourquoi quelque chose qui n'est pas normatif est mis en article 1. Vous parlez souvent de pragmatisme, c'est-à-dire on confond deux choses. Le respect de l'institution, l'exemplarité aussi de l'institution, l'école. Je suis très content d'entendre de cet autre côté de l'hémicycle autant de paroles fortes sur l'institution, l'école de la République, parce que jusqu'à présent, dans l'histoire, qu'on le veuille ou non, vous avez dit il n'y a pas école de gauche et de droite, bien sûr que non. Enfin, on peut regarder l'histoire des combats pour l'école gratuite, laïque, pour lesquels on a beaucoup manifesté dans mon camp politique. Je sais que d'autres ont beaucoup manifesté et usé leurs semelles pour l'école privée. Ça, je le sais. Oui ou non? Bien, alors je suis au contraire. Je suis très content d'entendre cette unanimité pour louer le respect que l'on doit à cette institution, l'école publique. Très content que ça fasse maintenant l'unanimité dans cet hémicycle. Et dire que, puisqu'il y a eu malentendu, et que ce n'est pas rendre service que de faire une loi bavarde à cet endroit au moment où, justement, c'est assez symbolique que les enseignants se sont sentis mis en doute par cet article. On doit le prendre en compte. Parce que
dans les règles de la fonction publique, l'exemplarité, elle est là. L'autorité, on pourra continuer à avoir le débat au cours de cette loi. Franchement, ce n'est pas en mettant à l'article 1 quelque chose que cette autorité sera renouvelée, parce qu'il y a des départements où il n'y a pas les mêmes problèmes sociaux globaux d'autorité, parce qu'un professeur qui a devant lui une certaine population où les parents n'ont pas eu les moyens. Bon, on continuera le débat sur la question de l'autorité, comment la restaurer. Je ne pense pas qu'elle passe par une proclamation à l'article 1. Merci. Madame Samia Ghali. Oui, monsieur le ministre, vous avez dit vous-même que vous n'aviez pas été compris. Vous aviez dit vous-même qu'il pouvait y avoir confusion entre les deux phrases. Peut-être va-t-il déjà les inverser dans un premier temps et ne pas donner le sentiment. Et moi, c'est le sentiment que, et même les parents d'élèves, moi j'ai vu des parents d'élèves soutenir des enseignants pour une première fois. Les soutenir parce que peut-être ces parents d'élèves ont mieux compris que les autres que la question aussi de remettre en question l'autorité peut-être de l'enseignant, c'est aussi malheureusement lui enlever de cette, je dirais, de ce respect que l'élève aura vis-à-vis de lui. De donner le sentiment aujourd'hui que les enseignants doivent être exemplaires alors qu'ils le sont, pour une grande majorité d'entre eux, réellement, au quotidien. Et je dirais qu'ils font leur métier avec beaucoup de militantisme dans le sens noble du terme, au-delà de ce qu'on leur demande. Parce que cela, dans certains quartiers, je peux vous dire qu'il n'y aurait même plus d'école. Donc il faut aussi qu'on n'ait pas le sentiment de les pointer du doigt, au moment où d'autres, dans d'autres professions, dans d'autres fonctions publiques, certains auraient besoin peut-être de cet article de loi, mais certainement pas les enseignants. Parce que là, il me semble que c'est une façon de les pointer, de les mettre en difficulté, et je vais dire même mieux que ça. Souvent, et je suis bien placée à Marseille, croyez-moi, où les enseignants, c'est eux qui relèvent les problématiques liées à une collectivité qui ne joue pas son rôle face, et vous le savez très bien, monsieur le ministre, face à la question de l'école. Et c'est souvent les enseignants qui accompagnent les parents, qui les aident dans leur combat vis-à-vis de la collectivité ou des politiques qui sont menées contre leurs propres enfants. Et je crois qu'une certaine façon, les enseignants protègent aussi ces enfants-là, et que je crois qu'il faut faire attention, en parlant d'exemplarité, de ne pas finalement les restreindre à pouvoir aller au-delà de ce qui est même effectivement leur rôle, c'est-à-dire d'accompagner et surtout de protéger les enfants, parce qu'on a oublié peut-être dans toute cette discussion la protection de l'enfant. Merci. Monsieur Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on a commencé un débat sur la rationalité de notre discours, sur la légistique aussi, hein, et je pense qu'il faut y revenir. Je suis parfaitement d'accord avec notre collègue Lafont. À l'Assemblée nationale, ce qui est sorti était parfaitement illisible et totalement incompréhensible. La modification qui est ajoutée, moi je la trouve tautologique. Parce que si vous regardez bien la phrase, la première par la seconde, Monsieur le Ministre, la première phrase, de quel engagement, de quelle exemplarité s'agit-il? Il s'agit de l'engagement et de l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale en faveur du service public de l'éducation nationale. Bon, est-ce qu'on est obligé, là, de passer 2 heures pour discuter d'une phrase totalement tautologique? J'en doute. C'était le premier point. Deuxième point, monsieur le rapporteur, lors de la commission, vous avez éliminé, à raison, peut-être, un certain nombre d'amendements que nous avons déposés parce que vous les considériez du domaine du décret et du réglementaire. Vous avez emporté la décision par votre autorité pour faire examiner celui-ci sur lequel on pouvait avoir le même raisonnement. Moi, je souhaite que maintenant, on soit fidèle à la tradition du Sénat qui est de faire une bonne loi et une loi non bavarde et s'en remettre à la décision, à la proposition de notre collègue Dallier, qui évitait d'encombrer cette loi d'un certain nombre de dispositions réglementaires, fut-elle pour celle-ci du domaine du déclaratif et du symbolique. Donc il faut en revenir à ce que nous avons défini en commission et rejeter pour des raisons légistiques l'article qui nous est proposé ici. Merci. Madame Marie-Pierre Monnier.
moi, je me pose une question, en fait. Exemplarité, alors ça veut dire quoi? J'ai l'impression qu'il faudrait fixer un cadre. Lequel? Est-ce qu'un enseignant en public ne doit pas fumer, ne doit pas boire? C'est pas bien s'il montre aux élèves qu'il vit avec quelqu'un du même sexe. Est-ce qu'il a le droit, il ne doit pas non plus faire part de ses opinions politiques? Enfin, quelque part, je trouve que ça... Pas en classe, bien sûr. Je parle à l'extérieur, je ne parle pas de la classe, à l'extérieur. Parce que c'est ça, l'exemplarité, où en classe, on est tous d'accord pour le dire, que les enseignants l'ont. Et le rapporteur l'a dit tout à l'heure, c'est inhérent à la fonction d'enseignant d'être exemplaire. Donc on se pose des questions si franchement on le met dans la loi, ça n'a pas à y être. Et en plus, je le redis, vous l'avez dit, c'est en début de texte. Et ce sont les enseignants, les personnels qu'on pointe. Je vous signale d'ailleurs qu'il y en a qui sont dehors, en train de manifester, parce qu'ils sont attachés à leur métier et qui sont inquiets, entre autres, de cet article. Vous avez dit que le cœur de l'article était dans la deuxième partie. Eh bien, virons exemplarité et engagement. Merci, Madame Sophie Taillé-Polian. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, alors j'ai compté, il y a donc depuis le début de cette mandature 3 textes déjà en 2 ans. Ça fait un texte par an qui évoque la confiance. Il y a eu la confiance dans la vie politique. Je peux peut-être douter, nous pouvons douter de la façon dont elle a effectivement eu des résultats positifs. Le niveau de confiance dans la vie politique, je crois, n'a pas beaucoup augmenté. Il y a eu en 2018 la société de confiance. De la même manière, on peut s'interroger. Et voilà enfin, version QV 2019, la loi confiance sur l'école. Alors, je vais vous le dire, je pense que la confiance est un peu comme l'amour. Et comme disait Pierre Desproges, il y a ceux qui en parlent, puis il y a ceux qui en donnent les preuves, qui la font. Et je crois que la confiance est effectivement créer les conditions de son exercice. Ce sont des pas mutuels qu'on fait les uns vers les autres. Et à ce titre, je pense que retirer cet article qui n'a, comme cela a été dit, que très peu de portée normative, ou alors c'est pour définir plus tard ce que serait cette exemplarité, eh bien, un premier pas pourrait être de le retirer s'il n'est pas si utile. Parce que, Monsieur le Ministre, pour l'instant, on lit quand même que les pratiques du ministère en termes hiérarchiques provoquent souvent un sentiment d'exercice d'autoritarisme. C'est ce qu'on lit. J'ai beaucoup d'enseignants. Et moi, pour ma part, nous avons été nombreux et nombreuses à être interpellés par les enseignants et les parents d'élèves. On a plutôt le sentiment de personnel qui commence à craindre dans le fait d'exprimer leurs idées sur la façon dont leur travail peut s'exercer. Donc je pense que, eh bien, si vous voulez rétablir la confiance, étant donné le peu de portée normative, et tout le monde s'y accorde, eh bien, retirez cet article et soutenez les amendements de suppression de cet article. Vous ferez certainement un pas vers la confiance. Merci. Monsieur Rachid Temal, c'est à vous. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, dans le droit fil de mes collègues, plusieurs choses. D'abord, rappeler que ce que vous inscrivez là, ou vous tentez d'inscrire, est déjà prévu par la loi. Donc la question, c'est y a-t-il eu des raisons pour changer cette loi qui existe déjà? Donc je pense que c'est le premier point qui démontre que cet article n'est pas obligatoire, sauf à ce qu'il y ait une obligation impérieuse et que vous nous disiez telle raison. Mais ce n'est pas ce que vous avez dit. Deuxième chose, vous parlez d'incompréhension, et donc on peut comprendre qu'effectivement, il faille clarifier les choses. Et donc peut-être se dire qu'à partir du moment où ça existe déjà, la question des obligations des fonctionnaires, qu'il y a une incompréhension, peut-être le retirer. Et d'autant plus que quand on prend la phrase, si je comprends bien, c'est l'autorité est confortée par l'engagement et l'exemplarité. C'est assez surprenant. Moi, j'étais persuadé que c'était parce qu'ils étaient profs, enseignants, fonctionnaires, parce qu'ils étaient respectés. Mais là, en fait, on renvoie à l'exemplarité à l'individu personnel, qu'il y ait ou pas, on veut dire, la classe et qu'elle fonctionne bien. Je crois que cela pose problème. Et donc je pense que plutôt les enseignants attendent de votre part un soutien et pas comme ça une forme de remise en cause ou de pointer les éventuels dysfonctionnements. Donc la sagesse voudrait de retirer ce texte, cet article, le texte, c'est un autre débat, pardon. Mais retirer cet article-là, il faut le réécrire.
Et il faudrait plutôt commencer par l'article 1er, par saluer le travail au quotidien des enseignants et de la communauté éducative. Et ne pas... Non, ce n'est pas fait, Président Patriat, ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte. Je pense que voilà, donc c'est pour ça qu'il faut le supprimer, peut-être le réécrire ou pas, mais en tout cas, dans cette forme actuelle, c'est vrai que c'est mettre le doute sur le travail des fonctionnaires, comme l'ont dit certains de mes collègues, qui au quotidien, très honnêtement, pour être un élu de banlieue parisienne, ils sont essentiels à la République. Ils sont essentiels aux liens dans les territoires. Et donc là, comme ça, les fragiliser, les remettre en cause, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'entendent, doit vous appeler, Monsieur le Ministre, à, encore une fois, accepter ce retrait. Merci. Monsieur Christian Manable. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mon intervention sera très courte parce que je partage les avis qui ont été exprimés il y a déjà de nombreuses minutes maintenant sur la plupart des bancs de cet hémicycle. Moi, je trouve que le terme exemplarité, outre le fait qu'il n'est pas normatif, pour moi qui ai été enseignant 35 ans, je vous le dis très sincèrement, Monsieur le Ministre, avec tout le respect que je vous dois, il m'a choqué parce qu'il a tendance à stigmatiser en quelque sorte le corps enseignant. Et pour tout vous dire, moi je l'ai ressenti comme une connotation d'ordre moral. Et ça, c'est une époque, je crois, qu'on ne veut pas connaître. Ce terme est superfétatoire. Il est superfétatoire parce que les enseignants, je pense, sont, par définition, par leur engagement auprès de l'école de la République, auprès des enfants auxquels ils enseignent, sont exemplaires. Et sans compter, et je terminerai par là, que certaines professions, où j'emploierai même le terme de vocation, et tout le monde verra quelle connotation ce terme peut avoir, qui sont en lien avec les enfants, ont parfois un comportement qui est certainement moins exemplaire que les enseignants. Merci. Monsieur Philippe Dallier, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je veux simplement, parce que la réponse de notre rapporteur a été un peu vive, préciser que ce n'est pas parce que j'ai déposé cet amendement de suppression pour les raisons que j'ai expliquées que je ne considère pas que les enseignants ont un devoir d'exemplarité ou que je ne considère pas que les enfants, les parents doivent le respect aux maîtres. Absolument pas. Mais je crois que nos débats ont suffisamment démontré que même le texte réécrit par la Commission suscite des interrogations. Voilà, donc je redis à quoi bon, et je considère qu'il vaudrait mieux pour la sérénité des débats et ceux qui nous écoutent à l'extérieur, eh bien supprimer cet article 1er qui, encore une fois, n'est que du déclamatoire, n'emporte aucune espèce de conséquence et donc ne sert absolument à rien. Merci. En explication de vote, Monsieur Jean-Pierre Sueur. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le débat est vraiment très riche, un peu répétitif. Mais après tout, pour matière de répétition, je vais citer un auteur célèbre. Monsieur le Ministre, je vois ce texte, écoutez. L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui unit les élèves et leurs familles au service public de l'éducation. Vous voyez un de nos élèves qui écrit une telle phrase. Moi, je suis là, j'ai envie de me marquer pesant, ampoulé. Qu'est-ce que cela apporte? Alors, Monsieur le Président, je me réfère à un livre qui a été écrit par un homme qui aimait profondément l'école publique. Ce livre est paru en 1913, il s'appelle L'argent. Permettez-moi de vous lire ceci par rapport à la prose de tout à l'heure. Nos jeunes maîtres étaient beaux, comme des hussards noirs, sveltes, sérieux, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. Ces hussards noirs étaient des enfants de la République. Ces instituteurs étaient sortis du peuple. Ils faisaient corps avec le peuple. Point à la ligne. Entre ces deux
texte, ne croyez-vous pas que tout avait déjà été dit en 1913 et que ça rend peut-être inutile les phrases contournées dont on parle déjà depuis quelques heures ici? Je vous remercie. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, Madame la Présidente, pardon, Morin-Desailly. Oui, oui, d'accord. Non. Oui, puisque les débats sont censés éclairer la loi, ils sont importants. Et on voit à quel point ce débat, d'ailleurs, a été intéressant parce qu'il aura démontré, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, que les enseignants sont la clé de voûte de la Maison Éducation nationale et qu'ils ont à y jouer un rôle extrêmement particulier. Je suis une enseignante moi-même, j'ai enseigné 20 ans, donc on est nombreux sur ces bancs, donc on va chacun peut-être réagir avec sa propre sensibilité, son vécu. Mais moi, je voulais dire avec beaucoup de simplicité que ça ne me dérange pas de voir affirmer dans la loi que les enseignants sont exemplaires. Dans le cadre de la réécriture de mon collègue qui affirme que c'est pour mieux asseoir le respect qui est dû à ces adultes qui sont des modèles pour les enfants, des référents, des repères. Et je regardais la définition première du Larousse. Exemplaire veut dire qui peut servir d'exemple. Qui peut servir d'exemple. Nous sommes des guides, nous sommes des maîtres quand nous sommes dans notre classe. Depuis le plus jeune âge jusqu'à l'enseignement supérieur, l'enseignant a un rôle fondamental vers lequel le jeune se tourne, quel que soit son âge. C'est plutôt un acte de confiance dans le rôle majeur que joue pour moi l'enseignement au cœur de sa classe. Oui, il est un exemple. Et donc on lui doit le respect. Et dans le cadre du phénomène pas de vague, que nous avons étudié avec beaucoup de sérieux et auditionné plusieurs enseignants, ce qu'ils nous ont dit, c'est cette carence de respect qui leur était due comme exemple et référent de la République, tout simplement. Donc moi, j'aborde le texte de manière positive. Maintenant, on peut penser que c'est une déclaration, voilà, c'est pas normatif, etc. Mais il y a des contextes où, parfois, il faut savoir affirmer un principe fort. Je reviendrai juste à la loi LCAP, la création est libre. Cette affirmation que nous avons tous défendue pour qu'elle soit inscrite dans la loi, titre 1, article 1er, n'a rien de normatif non plus. Et pourtant, ça a été un beau débat et nous avons convenu que nous l'inscririons dans la loi tout simplement. Voilà, je voulais amener ma petite pierre à l'édifice. Je n'ai pas prétention à détenir la vérité avec un grand V, mais voilà mon point de vue sur le sujet. Merci. Madame Annie Guillemot. Oui, merci Monsieur le Président. Moi je voulais m'associer aux mots et aux propos de Samia Ghali sur l'éducation et sur les enseignants dans les quartiers, parce que je crois que véritablement, ils peuvent prendre mal cet article 1, parce que c'est vraiment les derniers remparts qu'il y a, les derniers remparts républicains dans un certain nombre de quartiers, et ce sont souvent les maires d'ailleurs qui sont en relation et directement avec eux. Mais je voudrais revenir aussi sur 3 points. Il y a un compte de déontologie déjà sur la fonction publique. Donc il y a un statut. Pourquoi en rajouter, et surtout cet article 1 sur l'exemplarité, rien que pour les enseignants? Deuxièmement, est-ce que dans la prochaine réforme de la Constitution, on mettra que les parlementaires, le gouvernement doivent être exemplaires, doivent être des modèles pour les citoyens, pour les Français? Pourquoi pas, puisqu'on le met pour certains de la fonction publique. Pourquoi pas? Parce que l'engagement, l'exemplarité, ça veut dire quoi? Donc, est-ce que nous sommes exemplaires? Est-ce que le ministre de l'Intérieur en ce moment est exemplaire? C'est une question qu'il faut se poser. Enfin, 3e point, moi, je reprends ce qu'a dit mon collègue sur la connotation morale. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu beaucoup de professeurs qui sont intervenus suite à ce qu'avait dit le président de la République à la jeunesse. C'est vrai que c'était à l'étranger, c'était à la jeunesse indienne. Mais il avait quand même dit « Never respect the rule », ne respectez jamais les règles. Alors, est-ce que c'est exemplaire? C'est une connotation morale, mais ça aussi, est-ce que c'est exemplaire de le dire à la jeunesse indienne? Merci. Monsieur Jean-Claude Tissot. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, plusieurs des collègues se sont exprimés en tant que professionnels, en ayant exercé
ce beau métier qu'est instituteur ou professeur pendant des années. Alors, moi, je vais m'exprimer, alors absolument pas dans le cadre de cette fonction, je ne l'ai jamais exercée, je suis simplement paysan. Et quand dans la loi vous voulez écrire, Monsieur le Ministre, exemplarité, on pourrait imaginer que pour vous, les instituteurs, les professeurs, ne sont pas exemplaires. Et je veux juste apporter mon expérience de maire de commune rurale. J'ai côtoyé plusieurs professeurs, plusieurs instituteurs, plusieurs directeurs, directrices, qui donnent de leur temps, au-delà de leur temps de travail. Ils reviennent pendant les vacances, ils reviennent le samedi, ils reviennent quand le besoin s'en fait sentir. Donc je pense qu'en termes d'exemplarité, on n'a pas besoin de l'écrire dans la loi. Ces gens-là le font naturellement. Et je trouve que le fait de l'écrire, ça porte quand même préjudice à leur travail. Et je trouve que c'est regrettable de votre part, Monsieur le Ministre. Et bien évidemment, je voterai cet amendement. Eh ben, Monsieur Paco. Je ne veux pas rallonger les débats, beaucoup a été dit, mais je me pose une question. Y a-t-il des mots interdits? Des mots qu'on ne doit plus prononcer? Des mots qu'on ne doit pas écrire? Dans la première version de l'article 1, il n'y avait pas le mot autorité, la version qui nous est arrivée de l'Assemblée nationale. Et je suis particulièrement gré à notre ami Max Brisson de l'avoir réintroduit. L'autorité est indispensable pour qu'un professeur puisse transmettre le savoir. L'autorité implique aussi le respect. Quant à l'exemplarité, nous sommes en train d'avoir un débat peut-être un peu byzantin. Parce que je vous ai tous entendus, à droite et à gauche, nous dire que les professeurs sont exemplaires. Oui, il y en a beaucoup ici, moi le premier. Ils sont exemplaires. Dans l'immense majorité des cas, il y aura toujours une brebis galeuse, mais l'immense majorité des enseignants sont exemplaires. Donc on le dit, mais on ne doit pas l'écrire. Je ne comprends pas. J'avoue franchement que, je ne t'ai pas interrompu, on est en train de tourner en rond. L'exemplarité, on a essayé de se poser une question sur la définition de l'exemplarité. La définition, elle est très simple. L'exemplarité, c'est tout simplement avoir un comportement qui ne suscite pas la critique. C'est valable pour les enseignants, c'est valable pour les élus, c'est valable pour les parents, c'est valable dans la vie en général. Alors c'est un bon article, il est bien écrit et je le voterai. Merci, Madame Angèle-Préville. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je vais faire très court parce que je suis déjà intervenue tout à l'heure. La première phrase, l'engagement et l'exemplarité confortent leur autorité dans la classe. Pour moi, ça s'apparente plutôt à un conseil qu'on ferait aux professeurs. Et je ne vois pas pourquoi on mettrait ça dans une loi. D'autre part, j'ai déjà dit tout à l'heure que le mot exemplarité pose le problème du sens qu'on veut lui donner. Et d'autre part, il a un caractère stigmatisant, comme j'ai dit tout à l'heure aussi. Et c'est pourquoi, comme mes collègues, je trouve que ce serait mieux de l'enlever. Merci. Merci. Madame Cartron. Oui, moi, juste un petit mot, puisque j'ai été aussi enseignante pendant 20 ans en ZEP, donc je sais toute l'importance et tout le rôle que l'on a. Et moi, je prends ce mot exemplaire comme justement, l'enseignant est un exemple. Et dans ces quartiers, encore plus. Et après avoir quitté ce métier depuis 15 ans, je revois encore des élèves qui viennent me dire tout ce que j'ai pu leur apporter, tout ce que j'ai pu faire passer comme message. Et donc moi, je reçois ce mot d'exemplaire comme un encouragement et une valorisation. Ce n'est pas un métier comme les autres, c'est une vocation. Alors ça existe, sauf que, je vais dire deuxième élément, je participe beaucoup depuis ces mois derniers à des réunions de ce qu'on appelle des collectifs enseignants-parents. Et j'entends dans ces collectifs, oui, la première inquiétude, on ne serait pas exemplaire, qu'est-ce que c'est, on nous fait un procès. Et le deuxième demande,
qui est formulée, c'est de dire « mais il faut nous renforcer parce que face aux parents d'élèves, on n'est pas respecté, on est trop agressé, on est... » Et donc je veux dire que cet article, il marche sur les deux pieds, et moi je ne reçois le mot d'exemple que ce en quoi ça apporte de dignité et de responsabilité lorsqu'on fait ce métier. C'est vrai, on est un exemple pour beaucoup d'enfants et en particulier lorsqu'on est dans les quartiers de ZEP particulièrement difficiles. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, je vais mettre aux voix les trois amendements identiques 121, 198 et 269. L'amendement numéro 2 a été retiré. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la commission et je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Donc voici le résultat du scrutin numéro 99 sur les amendements identiques 121, 198 rectifié bis et 269 rectifié. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 341. Nombre de suffrages exprimés 339. Pour l'adoption 111. Contre 228. Le Sénat n'a pas adopté. Les sénateurs se sont donc déclarés en faveur de l'inscription dans la loi du devoir d'exemplarité des enseignants, mais ils ont renforcé leur autorité vis-à-vis des élèves. Une mesure conservée dans la version finale du texte après négociation avec les députés. L'Assemblée nationale n'a en revanche pas retenu la suspension des allocations familiales de certains parents pour lutter contre l'absentéisme à l'école. Cette réforme de l'école adoptée par le Parlement va être appliquée dès la rentrée. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.